accueille Brûlatour pour son billet acidulé de Brûlatour. J'adore même. Merci, fondamentale, merci pour ton sérum de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les Oui, bienvenus. bonjour, Charles, merci. bonjour À tous. Pour en discuter avec ravi de nous, vous et puis, retrouver dans cet Bonjour, merci de épisode. m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Salut, bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House. Et bienvenue pour cette 67e épisode du club Le Pod. Pour parler de tous vos trucs et astuces sur l'équipement matériel. Alors, il y a vraiment beaucoup à dire sur l'équipement matériel. Donc, l'objectif, c'est bien entendu, comme je le disais en préambule, de faire en sorte qu'on échange vraiment sur tout le matériel qu'on utilise, le matériel de hardware. On va aussi éventuellement parler de logiciels. Donc, le programme du jour, comme d'habitude, le billet acidulé de Brûlatour sur l'équipement matériel. Et puis on accueille Étienne qui est avec nous aussi, qui est podcasteur et qui va nous faire découvrir un peu des exemples et des enregistrements de différents micros qu'il a pu tester. Je vois que dans la room il y a plein de personnes qui ont une certaine expérience. Wilfried et je vois qu'il est dans la room. Alors lui c'est un fan de matériel. Il y a plein de trucs qu'il va nous dire. Je suis sûr, j'espère que tu as le temps et que tu peux monter avec nous sur la room, Wilfried, pour partager avec nous tout ton background, parce que ça fait longtemps que tu testes beaucoup de choses et que tu es un geek, donc avec plaisir pour t'accueillir. Et puis on va faire gagner quand même un petit cadeau. On fait toujours gagner un petit cadeau. Je sais pas d'ailleurs si certains le connaissent. Ce logiciel, c'est Hindenburg. Hindenburg, c'est un logiciel qui est édité par des indés en fait, et qui existe depuis longtemps. Ça fait plus de 10 ans moi que je les connais. Ils sont pas forcément très connus. Les podcasteurs, oui, beaucoup des livres audio, et ils vous offrent 6 mois d'abonnement à Hindenburg. Donc quand je vous donnerai le mot mystère qui est Hindenburg, donc ça s'écrit H-I-N Denburg, D-E-N-B-U-R-G. Je vous mettrai le petit lien si vous voulez aller voir leur site. Je vous mettrai ça tout à l'heure. Et donc, ça vous permettra de pouvoir tester ce logiciel. Et c'est vrai que quand on le teste, enfin, nous, ici à la Radio House, on utilise Hindenburg dans tous nos ordinateurs. On est certifié Hindenburg, et c'est vrai que c'est un logiciel qui fait gagner beaucoup de temps, surtout pour la gestion des niveaux, des exports. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Mais je vous laisserai découvrir ça. Et bien entendu, pour ceux qui veulent gagner cet abonnement, c'est celui qui enverra le plus vite à la fin de la room pour le mot-clé Hindenburg, le mot mystère Hindenburg pour gagner cet abonnement qui vous sera envoyé par mail avec un code. C'est très simple. Ils vous enverront ça avec plaisir et très rapidement, puisque on en fait gagner à peu près tous les mois avec Hindenburg, et on a bien sûr d'autres partenaires qui nous font le plaisir de faire gagner des petites choses. On terminera avec Vocal, qui est l'actu vraiment bien faite sur le podcast. Et puis voilà. Et puis on attaque sur aujourd'hui les micros, les casques, les consoles, les enregistreurs, tout ce matériel dont on a besoin pour partager ensemble cette petite heure. On essaie de terminer avant 14h pour que tout le monde puisse retourner travailler comme on le fait chaque jour. Et on est très heureux de vous accueillir comme tous les mercredis à 13h. On va déjà un petit mot peut-être de bonjour d'Étienne. Salut Étienne, bienvenue dans cette room pour parler matériel. Ouais, salut, ravi d'être là. Alors moi, j'ai toujours été un peu comme peut-être Wilfried, assez geek et passionné de son. Je voulais être ingé son à la base, c'est pour ça que je suis content d'être là. Mais tu pourras l'être si tu veux, voilà. plus tard. Non. Voilà, c'est pas trop tard. Et puis concernant les podcasts, moi j'ai juste été formateur à petit niveau au sein de ma boîte, donc plutôt pour de la com interne. Et puis voilà, comme tu l'as dit, j'ai lancé un podcast il y a quelques mois, au mois de mars. Voilà, super sympa. Donc je suis très content de participer à cette room sur le matériel.
Eh bien, c'est super. Alors pour les petites annonces, les petites nouveautés avant le billet acidulé de Brûlatour, on vient de publier le pod 8 en digital. Donc si vous allez sur la page d'accueil et vous cliquez sur le pod 8, la couverture du pod 8, vous allez pouvoir accéder à tous les articles gratuitement. Si vous avez la version papier, eh bien ça vous permet d'avoir la version digitale et de cliquer et d'accéder directement à tous les podcasts. Et on vous invite bien entendu à partager le fait que nous avons publié le pod digital, puisque comme vous le savez, on publie d'abord la version papier qu'on distribue pendant 1 ou 2 mois, et ensuite la version digitale arrive pour que tout le monde puisse bien entendu partager ses contenus. Donc il y a une centaine de pages, beaucoup de podcasts à découvrir, à partager, donc n'hésitez pas à partager cette news. Alors, on est en train de partir maintenant vers tranquillement le billet acidulé de Brûlatour qu'il nous concocte et qu'on va peut-être un jour rassembler dans un e-book, Frédéric? Ouais, non, j'ai commencé, mais le truc, c'est que, et je ne veux pas faire de jeu de mots sur la période des fêtes de fin d'année, mais on a énormément de marrons au chaud. Et moi, j'ai plus de place dans mes journées, donc mais bon, je vais peut-être le faire pendant les prochaines vacances. Ouais, et Lucie m'a envoyé un message pour me dire que c'est pas le pod 8 qui vient de paraître, c'est le pod 7. Et désolé, on est en train de travailler sur le pod 8, donc c'est pour ça que j'ai le pod 8 dans la tête, qui va sortir pour le Bruxelles Podcast Festival en avril, et aussi avec notre podcast magazine, notre magazine qui sortira en kiosque cet été. Donc non, c'est le pod 7 qui vient de paraître, pardon, pas le pod 8. Le pod 8, il est en construction, et tous ceux qui veulent y participer d'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à cécile@lepod.fr pour si vous avez des idées ou des suggestions de podcasts à faire. À toi, Frédéric, pour le billet acidulé. Bon, on y va. Les bons outils font les bons ouvriers. Alors, vous connaissez le célèbre proverbe. Depuis la nuit des temps, la qualité de l'outil impacte considérablement sur la qualité du travail et donc indirectement sur la qualité des produits et des services que vous produisez. Donc, ça vaut pour tous les corps de métier, donc ça vaut aussi pour le secteur du podcast. Je crois qu'il est bon de le rappeler. De bons outils font généralement de bons podcasts. Je rappelle qu'il y a 2 sortes de podcasteurs aujourd'hui que j'ai réussi à identifier. Les premiers sont ceux qui ont du temps à tuer. Ils sont là pour s'amuser, pour faire plaisir, pour se faire plaisir aussi. Pour eux, c'est pas forcément les outils qui comptent, mais la philosophie de la démarche. Et qui est d'ailleurs souvent pas négociable. Puis il y a la seconde catégorie, celle des podcasteurs qui sont là pour générer de l'audience. Donc c'est une audience qui va leur permettre d'entamer un processus de monétisation, donc de générer des revenus. Alors pour eux, le choix des outils est pris en compte. C'est ce que l'on appelle de l'investissement. Et le matériel dans lequel on investit doit être amorti. C'est tout un processus comptable qui se met en place. Donc ce sont des podcasteurs qui sont très exigeants, notamment donc dans le choix du matériel. C'est le sujet qui nous intéresse. Et puis en fonction donc de la catégorie dont vous faites partie, vous avez donc compris que la vision est différente et que l'approche de ce thème-là ne nécessite pas non plus le même investissement financier. Bon, chaque ouvrier, Philippe, devrait disposer de sa boîte à outils. C'est toujours très pratique d'avoir une boîte à outils sur soi, qui est composée des outils qui lui sont familiers, qu'il aime utiliser. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre boîte à outils, mais moi, je vais ouvrir la mienne. Ça va pas révolutionner le genre. Je vais essentiellement parler de ce que je connais. D'abord, je travaille avec un Zoom H5. Alors, je l'ai pas choisi, on me l'a conseillé. Je suis pas un spécialiste, mais ce Zoom H5 a le mérite de faire le job, donc dans toutes les conditions, c'est ce qu'on lui demande, il le fait, il est très simple d'utilisation, c'est pas encombrant. L'encombrement, attention, c'est vraiment un souci. Plus c'est lourd, plus ça pèse, comme dirait l'autre, et plus vous avez mal au bras, à l'épaule. Je me souviens, dans les années 80, où il y avait des Nagra qui faisaient 10-12 kilos. Non, là, pour le coup, c'est compliqué. Bon, pour le Zoom H5, il faut compter 250 € pour acquérir un tel produit. Ensuite, j'utilise un casque, un DT770 Pro, c'est un casque que vous allez croiser dans les radios. Alors, il est extrêmement hermétique, il est très confortable, mais très encombrant. Voilà, mais très confortable. Jugez l'aspect du casque sur la confortabilité de l'outil, parce qu'avoir ça sur les oreilles toute la journée, le soir quand vous rentrez chez vous, c'est complexe. C'est-à-dire que vous avez pour le coup des oreilles qui virent au rouge, voire au violet. Donc la confortabilité du casque est très importante. 130 € pour le casque. Ensuite, il vous faut un micro. Alors, vous pouvez utiliser le micro qui est prémonté sur un Nagra, sur un Zoom, etc. Sauf que, en ce qui me concerne, moi j'utilise un micro spécifique pour les interviews. Alors, on peut utiliser un LEM 21B, je crois, de mémoire, c'est le LEM le plus connu.
qui coûte aux alentours de 300 euros. Il faut mettre un petit billet. Moi, j'ai aussi un micro parabole pour les ambiances extérieures. Dont l'investissement est quand même un peu plus élevé. Là, il faut ajouter 700 euros. Bon, grosso modo, pour un investissement de 1500 euros, vous pouvez commencer à faire du très très bon travail. À cela, vous allez devoir ajouter des logiciels de montage. Alors, vous en avez plein, SoundForge, Amplitude. Alors moi, personnellement, je suis sur Adobe Audition. C'est pas une usine à gaz, mais c'est quand même relativement complet. J'ai découvert ça quand j'avais une vingtaine d'années. À l'époque, ça s'appelait Cool Edit Pro. Maintenant, ça s'appelle Adobe Audition. Bon, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez enregistrer, mixer, vous pouvez exporter du contenu audio pour un podcast, par exemple, ouvrir une session en multipliste, vous pouvez couper, ajouter, effacer, recommencer, raccourcir le son, le retravailler, il y a mille et une possibilités, sans parler des plugins. Mais si vous débutez, Adobe, c'est pas forcément le meilleur choix, parce que ça va vous demander un temps d'adaptation. Pourquoi pas Adobe, pourquoi pas Audacity, plutôt, devrais-je dire. Bon, on a vite fait le tour d'Audacity, mais ça reste quand même un outil qui est, on va dire, accessible. Faut pas être non plus super intelligent pour pouvoir maîtriser Audacity. Bon, voilà pour le contenu de la boîte à outils. Bon, rien d'extraordinaire. Non, mais n'oubliez pas encore une fois, comme je l'avais dit en préambule, que les bons outils font les bons ouvriers. N'oubliez pas cette phrase de Boileau aussi, que vous devriez d'ailleurs afficher sur l'écran de votre ordinateur pour l'avoir sous les yeux tous les jours. Hâtez-vous lentement, sans perdre courage. 20 fois sur le métier, vous remettez votre ouvrage, patin coup fin. Le succès d'un podcast repose souvent sur plusieurs ingrédients, son contenu, sa philosophie, son style, sa forme, aussi sur son aspect technique, il ne faut pas le négliger. Plus votre équipement est de bonne qualité, plus le degré de confortabilité d'écoute de votre podcast sera élevé. Les bons outils permettent souvent d'atteindre ce niveau de confort qui impacte forcément sur la durée d'écoute et donc sur l'audience globale. Vous pouvez faire un podcast avec votre iPhone. Vous pouvez en faire un par semaine. Si vous en faites 3 ou 4 par jour, vous allez vite abandonner. Le son va pas être super génial et ça va avoir une incidence sur l'audience. Bon, j'ai pas le temps d'aborder, Philippe, les autres outils qui sont très importants mais qui sont pas dans une boîte à outils. L'assise, le plan de travail, l'ordinateur, les logiciels de gestion de temps, les to-do list, très nombreuses aux éditions HF, il y a une to-do list par secteur, c'est assez impressionnant. L'autodiscipline, les habitudes des tâches que l'on met en place, et puis l'entourage qui joue un rôle dans la production de votre podcast. Votre entourage, vous avez bien compris, votre femme, votre mari, votre sœur, vos parents, tout ça, ils jouent un rôle indirect dans la production. On l'oublie trop souvent. Je rappelle qu'on ressemble toujours aux 2 ou 3 personnes avec lesquelles on traîne quotidiennement. Donc si vous traînez avec des casse-ferrailles et des trains de patins, le bébé, fort probablement, Philippe, se présentera mal. Bah oui, ça c'est clair. Merci monsieur Frédéric pour cette introduction, ce petit billet acidulé. Alors tout de suite, on va commencer d'abord par la première des choses qu'on utilise quand on est podcasteur, c'est le micro. Étienne, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet et puis on vous invite vraiment tout de suite à monter, à lever la main pour faire partie de la stage avec nous et nous partager les micros que vous utilisez, puisque c'est le seul outil, on va dire, qu'on va pas pouvoir numériser, puisqu'il y a, quoi qu'il arrive, un objet qui doit être analogique, et c'est bien cette capsule qui récupère la voix et que le micro, selon sa qualité, arrive à retranscrire de belles manières. Étienne, les micros, pour toi, quels sont ceux que tu préconises? On est un peu dans. Je voulais faire l'analogie avec le monde de la photo. En fait, c'est un peu l'objectif et le capteur dont tu viens de parler. C'est-à-dire que on a beau avoir un super matériel avec plein de fonctionnalités, si le combo objectif, donc les lentilles, et puis le capteur est moyen, on a beau avoir un super logiciel derrière de traitement, on fera n'importe quoi. Et je voulais aussi rebondir sur ce que disait Frédéric. L'endroit où on va, enfin même avant d'enregistrer, l'endroit où on va enregistrer est critique. Quand on va, si on a des bruits de fond, si on a une qualité pas terrible au sens, c'est difficile d'entendre la personne. Comment dire, le contexte d'enregistrement est vraiment hyper important. Et quand on fait du podcast, ne pas hésiter à aller, enfin ça vous le savez tous, aller dans des endroits où plus il y a de tissu, mieux c'est. Vous n'êtes pas obligé d'emmener votre interviewé systématiquement dans la chambre, mais en tous les cas, ça peut être une piste. Globalement, les micros qui sont
utilisé donc par les personnes que je connais et moi-même. On est resté dans les marques connues, donc Shure, SM58 ou 48. Et puis donc ça c'est pour les micros qui se branchent soit sur des tables de mixage, soit sur des enregistreurs. Donc voilà, des enregistreurs Zoom ou des enregistreurs Tascam, ce genre de choses. Mais il y a aussi tous les micros qui sont micro USB. Donc je ne sais pas si on reviendra sur les différents setups, mais en tous les cas, le conseil que j'aurais autour de ces micros, c'est d'éviter de sortir des grandes marques. En règle générale, il y a un billet entre 100 et autour de 100 €, je dirais, que ce soit un micro USB que l'on branche directement à son ordinateur ou un micro avec une prise XLR. Donc on est toujours autour de ces 40, 100 à 150 €. Et le point que je rajouterais, c'est sur le téléphone. Donc le téléphone possède, effectivement, on ne va pas faire tout le temps des interviews avec un iPhone. Néanmoins, le téléphone, le micro intégré du téléphone est d'une qualité assez satisfaisante, soit en enregistreur de secours, soit en enregistreur pour des podcasts qui débutent. En tous les cas, le micro du téléphone n'est pas négligé. Si d'aventure le téléphone devient un outil de travail, il est pertinent de rajouter des accessoires. Alors je crois que c'est Rode qui fait ça, mais un petit micro qui se branche facilement, alors soit un micro cravate. En tous les cas, il y a des alors on est toujours autour des 40, 50 à 100 €, on est toujours dans l'optimisation de la captation. Donc si on récapitule, soit on a un micro de scène puisqu'on a un matériel qui permet de recevoir une prise, et donc là ça va être des enregistreurs H6, Tascam ou ce genre de choses. Donc ça va être des enregistreurs, des micros classiques, une centaine d'euros. Ensuite, on a les micros USB. Là, pareil, je pense qu'il faut rester dans les marques un peu classiques, c'est Nicer, Samsung, ou je pense que vous en avez d'autres en tête. Et puis ensuite, si d'aventure on utilise le téléphone, rajouter un micro extérieur, enfin faire l'effort de rajouter ces petits 40 ou 50 € peut faire la différence. Il y a un point qu'on verra peut-être pendant toutes les missions, mais tout le workflow que vous allez faire, le conseil, c'est une fois que vous avez trouvé votre outil, de pouvoir le faire une fois complètement. Donc, vous entraînez à enregistrer votre femme, votre sœur, pour vérifier jusqu'à l'export du projet, voir s'il est cohérent, si vous êtes à l'aise avec tous ces outils-là. Et le point important, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé avec un setup, avec un ensemble de matériel, l'idée, une fois que c'est assez confortable pour l'auditeur, c'est que vous puissiez le conserver jusqu'à la fin. Ça sera un petit peu la marque de fabrique, ça sera un peu la couleur. Alors je ne dis pas que si vous avez commencé avec quelque chose de simple, vous n'avez pas le droit d'évoluer. En tous les cas, comme ça va être un petit peu la couleur et le style de votre podcast, essayez d'être cohérent au fil des podcasts. Ouais, ça c'est important parce que c'est vrai que si le setup change, et des fois il suffit qu'on ait des reprises à faire sur son podcast, ou qu'on ait envie de faire et quelques jours plus tard, si on n'a pas le même cadre d'enregistrement et pas le même micro, c'est très très compliqué pour arriver à faire des modifications d'un jour sur l'autre. C'est un des problèmes des voix off en général, et je vois que Catherine est dans la room. C'est ça qui est assez compliqué, c'est les reprises avec des micros. Alors on va revenir, et je vois que Catherine monte sur la stage pour partager un peu aussi ses trucs et astuces. On va revenir sur les micros. Moi je pense qu'il y a aussi des micros qui aujourd'hui, je sais pas, vous en avez certainement entendu parler, en tout cas Shure communique pas mal dessus. C'est le nouveau MV7 qui est assez bien placé dans les classements. J'ai fait un petit tour avant pour regarder quels étaient les classements des micros les plus avancés. Et puis c'est le micro que j'utilise actuellement. On a plusieurs micros, et avant j'utilisais un Shops V4U. Alors c'est vraiment pas le même tarif, le Shops V4U. Par contre, vous avez une qualité qui est quand même exceptionnel, mais un prix exceptionnel. Là, le Shure MV7, c'est un micro qui fait USB et XLR. Et c'est vrai que ça a des atouts. Par exemple, là, je suis en XLR sur une Zoom PodTrack P8 dans une cabine speak. Et quand je m'en vais de la cabine, je prends mon micro et je le mets sur mon ordinateur en USB pour faire mes visios. Et c'est vrai que la qualité est vraiment assez impressionnante de ce micro. Il y a des petits réglages quand on est en USB, on peut régler son casque et son micro sur le micro
avec des petites diodes qui s'allument, c'est assez joli. En USB par contre, en XLR par contre, c'est la console qui prend la main sur ce micro. Et c'est vrai qu'il ne prend pas les sons ambiants, parce que si vous prenez un micro qui, comme le Shops, alors lui par contre le Shops il capte vraiment tout, tout ce qui se passe dans la cabine, même des fois ce qui se passe en dehors, tellement il est sensible. Catherine, on t'accueille pour parler aussi, justement ces problèmes de micro. Qu'est-ce que tu utilises toi, et quand tu as des reprises, parce que tu es voix off, comment tu gères cette problématique-là? Tu restes toujours, toi, sur le même setup? Salut Philippe, salut tout le monde. Écoute, justement, non, je voulais réagir à ce que tu avais dit sur les petites reprises. En fait, c'est marrant parce que j'en ai fait une ce matin. Je viens de lancer un nouvel épisode de mon podcast ce matin et j'ai dû faire une petite reprise parce que je m'étais trompée dans une info. Alors, ce podcast-là, je l'ai enregistré, j'ai changé jusqu'à présent. Enfin, pour te dire que la reprise, en fait, ça ne s'est pas vu. Je l'ai fait avec un autre micro et je crois que la reprise ne se voit pas. Alors, jusqu'à présent, je travaillais avec un Rode NT USB qui était branché directement sur mon iPad. Ouais. Écoute, bien classé, je trouve que bien classé aussi le Rode. Bien NT classé. C'est un micro, donc je fais beaucoup de voix. Et au début du confinement, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Les Voix. Et on a un forum interne, etc. Et on nous avait conseillé, pour les gens qui devaient un petit peu travailler chez nous, de prendre ce micro, donc avec l'installation, avec une espèce de grosse boule en mousse qu'on met dessus, d'ailleurs qui peut s'adapter sur tous les micros, je crois, et qui permet d'isoler un petit peu si on n'est pas dans des conditions optimales. Écoute, c'était très bien. Alors, il est que USB, hein. Il fait que de l'USB, il est cardioïde. Ouais. Exactement, il est que USB. Voilà, et il a normalement un pop shield, c'est-à-dire un anti-pop qui est intégré avec. Ouais, c'est entre 140 et 190 € à peu près. Ouais, il est pas dingue l'anti-pop. C'est pour ça que j'avais pris la boule avec un anti-pop incorporé. J'ai changé récemment. En fait, j'ai fait un stage de montage. Ça arrive, j'en arrive au montage et au logiciel. Jusqu'à présent, en montage, je travaillais sur Audacity, qui est bien pour démarrer. Je trouve que c'est pas optimal parce que c'est très compliqué de déplacer des blocs de temps en temps. C'était vraiment une prise de tête. Et j'ai fait un stage d'1 semaine sur Reaper, que vraiment je vous conseille. Alors, je pense qu'il faut une petite formation parce que c'est un petit peu plus complexe qu'Audacity, même si on s'y connaît et qu'on sait un petit peu bidouiller. Mais une fois qu'on a les bases, alors il est très 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 puissant, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Moi, j'en utilise pas 10%, je pense. Mais malgré tout, c'est vraiment pratique. Quand tu déplaces des blocs, quand tu insères des choses, ça facilite. Même pareil pour les fade-in, fade-out, c'est hyper simple. Pour les volumes, pour le mixage des musiques. Moi, je mets beaucoup de musique dans mes podcasts. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple et je gagne du temps. Donc ça, c'est génial. Reaper, je vous le conseille. Ouais, Reaper, R-E-A-P-E-R, hein, pour ceux qui, qui ne connaissent pas. C'est 60 €. En fait, la version, elle fonctionne gratuitement comme Audacity et on peut rester hyper longtemps sur la version gratuite, mais je vous encourage à payer ces 60 €. Et voilà, c'est comme ça. C'est un one shot, hein. C'est un one shot, les 60 €. C'est un one shot, exactement. Ouais. Et il y a des fonctionnalités supplémentaires ou c'est simplement pour soutenir l'éditeur? C'est pour soutenir l'éditeur. Ouais, okay. Je pense. Ça, et du coup, pendant mon stage, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment dans le son et qui m'ont conseillé de changer de système, de virer mon système USB pour un vrai système de micro. Donc, j'ai acheté un Zoom H5 que j'ai associé à un SM58. Et les 2 derniers podcasts, je les ai enregistrés avec ça. Alors, la différence, je trouve que le son était bien avant, il est bien aujourd'hui. Je trouve qu'il capte, alors moi je connais rien au cardioïde, pas cardioïde, dynamique, tout ça, mais je trouve qu'en fait, il capte moins, et je pense que c'est l'objectif, les bruits ambiants et les parasites qui sont autour, et donc j'ai pas besoin de cette énorme boule de mousse au-dessus du micro. Je m'isole dans un petit coin, et d'ailleurs même pas isolé, je trouve qu'on a un vachement bon son. Et là, par exemple, je suis à mon bureau, je suis devant un boulevard. Bon, j'ai des doubles vitrages, mais quand même, on entend un petit peu le bruit de la rue. Avec mon NT USB, on entendait des petites choses. Et là, sans cette boule de mousse, là, juste avec un anti-pop, franchement, le son est vachement bien. Ouais, une centaine d'euros. Le micro, oui, c'est ça. Le SM58, ouais, une centaine d'euros à peu près. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve...
alors je le fais quand même, j'enregistre quand même dans une chambre assez isolée avec des coussins, des choses comme ça. Mais le son est vachement bien. Il est peut-être un petit peu moins profond, je trouve. Alors c'est mes mots, donc c'est pas des techniques, mais peut-être un peu moins profond que le son du NT USB. Mais franchement, il est vachement bien. Au niveau du casque, j'ai comme Frédéric, j'ai un DT 770 Pro de Sennheiser, comment il s'appelle, Bayer Dynamic, je crois, c'est ça. Bayer Dynamic, oui. Qui est vachement bien parce que effectivement, il est très confortable, il fait pas mal aux oreilles, et c'est un micro que je retrouve assez régulièrement dans les studios son quand je vais faire mes voix. Ouais, un casque, pardon. Voilà, je vous ai tout dit. Et le Zoom H5 qui est génial. Ouais, tout à fait. Et en fait, c'est beaucoup plus facile. Et ce que disait Fred, pardon, je finis là-dessus. En fait, effectivement, pourquoi j'ai changé aussi? Parce que, voilà, on part avec le petit Zoom et on peut même enregistrer avec le micro du Zoom. C'est moins bien, mais alors justement, voilà, pardon, je reviens à ça. Ce matin, j'ai fait une petite retouche et j'avais la flemme d'aller dans la chambre et d'enregistrer, de remettre le micro. Et je l'ai fait à mon bureau avec le micro incorporé du Zoom. Et en fait, alors faut varier les niveaux pour que ce soit le même niveau. Il y a un peu de mixage derrière. Un petit peu. Si on n'est pas dans le même, exactement dans le même cadre d'enregistrement, faut un peu le travailler. Mais pour une petite rustine, franchement, c'est vachement bien. Donc voilà. Alors, et souvent d'ailleurs avec ces zooms, ces enregistreurs mobiles, on le voit et on l'a vu plusieurs fois sur le salon de la radio, et j'ai vu aussi Julien Cernobori travailler comme ça. En fait, ils ont un zoom H5 pour activer les deux micros pour les ambiances qui enregistrent sur une piste. Et puis après, ils ont un LEM. Alors, il avait un LEM, et je pense que il y avait aussi Monsieur Hérault qui faisait ça au salon de la radio. Et lui, il avait aussi un LEM, donc un LEM qui permettait de faire la voix sur une piste et d'enregistrer en fait l'ambiance sur une autre piste, puisqu'on peut séparer les deux pistes et faire en sorte que les micros du H5 prennent l'ambiance et que le LEM prenne la voix. Et c'est vrai que ça marche bien, ça permet aussi derrière au montage d'avoir des éléments sonores d'ambiance qu'on aime bien utiliser, et en général il faut laisser tourner le micro quand on fait de l'interview, même quand les personnes disent rien, parce que ça donne des éléments d'ambiance qu'on peut rajouter après dans son podcast en illustration. Et c'est vrai que c'est un système qui fonctionne parce qu'on peut aussi l'utiliser au bureau, et on peut aussi s'en servir comme enregistreur au lieu d'avoir une plus grande console. En fait, si vous devez être mobile, c'est vrai que c'est une solution qui est assez intéressante aujourd'hui. Alors, montez les autres pour nous dire quel est votre setup micro, console, logiciel, casque, puisque en gros c'est un peu tout ce dont on a besoin. Nous ici, moi je peux vous donner le setup que j'ai et que j'utilise. Alors même en mobilité, puisque je vous avais montré une capture à un moment où j'étais dans ma voiture avec la Zoom, la PodTrack P8. On se rappelle. Et en fait, alors c'est vrai que quand je prends la PodTrack P8 en mobilité, elle est petite, elle rentre vraiment, c'est un format, je dirais, un peu plus grand que le A4. Vous voyez, donc c'est vraiment plus petit que la Rodecaster Pro. La Rodecaster Pro, elle est un peu plus imposante. La PodTrack P8, elle marche sur pile pendant 1 heure, 1 heure et demie, et ensuite il faut la connecter au secteur. Par contre, elle est autonome. Ça, c'est aussi un super atout. Et en général, quand j'utilise la PodTrack P8, je prends un autre micro que celui que Shure nous a envoyé pour tester, qui est le MV7. Je prends un micro qui alors il vaut ce que ça vaut, mais c'est un USB XLR aussi, et honnêtement j'étais assez surpris par la qualité. C'est un peu comme tu disais Catherine sur le Shure, c'est le Samson Q2U. Et pourquoi est-ce que j'utilise le Samson Q2U? Parce que lui aussi il est XLR et USB, il fait les deux, donc ce qui fait qu'on peut aussi le prendre et le brancher à son téléphone mobile quand on a envie, ou alors le brancher sur une PodTrack P8 ou sur un Zoom si on le désire. Donc c'est vrai que le Samsung Q2U, moi j'ai tendance à le recommander. On arrive à le trouver à 60-70 euros sur Amazon, et il fait vraiment bien le taf. Alors Samsung, c'est pas une des marques, les plus grandes marques qui sont les plus recommandées, mais il est assez intéressant. Après, dans les micros,
micros et on va accueillir Zoé pour partager un peu son avis. On a dans les classements qui ressortent le Rode PodMic. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si certains l'utilisent, n'hésitez pas à monter dans la room. Le Blue Yeti qui alors lui est vraiment... alors il peut être bidirectionnel, cardioïde, omnidirectionnel. En gros, pour faire simple, c'est... On se place autour du micro en omnidirectionnel et on entend tout le monde de la même manière. En bidirectionnel, si on est face à quelqu'un, eh bien, on va pouvoir avoir une direction qui est face à face. Et c'est un des seuls micros où on peut changer le côté directionnel de ce micro à condensateur. Mais lui est en USB et par contre, il capte énormément. C'est un micro, le Blue Yeti, qui est souvent utilisé en ASMR. Vous savez, ces enregistrements très doux comme ça, où on entend les gens chuchoter. C'est utilisé beaucoup. Donc, si vous l'utilisez aussi, n'hésitez pas à monter. Donc là, il y a le Blue Yeti et puis Pro, et puis il y a différentes sortes de Blue. Mais c'est vrai que là, faut être dans une salle bien fermée si on veut l'utiliser. Et puis, pour terminer, on a alors Rode qui fait quand même beaucoup de micros de bonne qualité. Il y a le Rode Procaster aussi qui est un peu plus solide en connexion XLR, qui coûte un peu plus cher et qui est lui un micro dynamique cardioïde. Alors si vous y connaissez rien dans tout ça, vous pouvez vous renseigner, mais en gros c'est les micros, ceux dont on parle actuellement, qui sont quand même de bonne facture. Donc Rode NT USB, pour résumer, Rode Procaster, il y a le Blue qui est un bon micro, le Shure MV7 et puis le Shure SM58 qui est assez simple et le Samson Q2U qui fait bien le taf. Si vous avez d'autres micros, Zoé, on t'accueille avec plaisir pour que tu nous partages ou que tu nous dises ce que tu penses de tout ça. À toi, Zoé. Il faut que tu désactives ton micro si tu veux. Tu nous entends ? Bonjour à toi. Oui, je vous entends. Bonjour. Moi, je suis voix off comme Catherine. J'étais productrice radio à la base. Donc, j'ai un setup assez pro puisque j'ai construit une cabine quand même insonorisée et traitée acoustiquement. C'est une cabine homemade, mais sérieusement quand même. Et du coup, en setup, en micro, j'ai le Neumann TLM 102 qui est hyper sensible du coup, mais dans une cabine bien traitée. Ouais, il faut être dans une cabine avec lui. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, c'est comme le Shops, enfin le micro un peu plus cher et un peu plus de qualité. C'est vrai qu'il faut être dans une cabine. Faut pas être dans la cuisine, quoi. Et puis du coup, donc c'est un XLR, donc en interface audio, j'ai commencé comme beaucoup de monde avec la Focusrite, la Scarlett 2i2 à l'époque, et puis j'ai upgradé pour la SSL2 que je trouve vraiment chouette. Il y a le petit bouton 4K là qui permet de retrouver le son des studios d'enregistrement, enfin de prod de musique et tout ça. Donc ça c'est plus pour les musiciens, mais pour de la voix off ou du podcast, enfin, l'enregistrement juste de voix. La SSL2, il y a 2 entrées micro, une sortie casque, mais elle est vraiment au niveau qualité, rapport qualité-prix, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, donc c'est Solid State Logic, hein, une marque quand même, une belle marque qui existe depuis très longtemps. C'est de l'USB, ça coûte à peu près 190 € et qui est une interface audio USB. Ouais. Oui, il y a la SSL2 et il y a la SSL2 Plus qui a juste une deuxième sortie casque et des entrées MIDI, je crois. Donc ça, c'est plus pour les musiciens éventuellement, mais pour faire de la voix, la SSL2. Alors c'est vrai que ça limite le nombre de micros et d'entrées micro, et donc tout dépend le besoin que l'on va avoir. On a vu que sur le Zoom, on peut en général rentrer pas mal de micros, hein, si on veut être aussi à plusieurs. Il y a aussi, il faudrait que je retrouve l'actualité. Il y a une console qui vient de sortir, si je ne me trompe pas, et qui peut accueillir 4 micros en parallèle. Enfin, c'est une espèce
de mini console radio. On va en parler aussi des consoles parce que Chez Zoom. Alors c'est pas Zoom, je pense. Il faudrait que je retrouve l'actu. Mais on va rentrer un peu dans le vif du sujet des consoles. Parce que donc tu parles par exemple de cette console SSL2 qui est intéressante donc pour enregistrer une voix. Alors c'est vrai une ou deux. La question c'est vu le prix, est-ce que par exemple une PodTrack P8 ou une Rodecaster Pro, tu l'as pris toi parce que c'est aussi petit et mobile, la SSL2? Alors oui, mais en même temps, pour une utilisation vraiment nomade, c'est sûr qu'un enregistreur nomade, c'est quand même mieux. Si je savais que j'avais par exemple un projet podcast à côté où je vais faire des interviews, je pense que je prendrais un Zoom à côté. La SSL2, elle est petite, elle est transportable en soi, mais je trouve que c'est quand même mieux dans un setup de studio fixe. Pour bouger, c'est pas vraiment le plus pratique et je pense que les zooms sont plus transportables aussi, sont plus costauds, enfin sont plus faits pour être vraiment trimballés dans un sac. Voilà, la SSL2, bien sûr, on peut la transporter si je pars en voyage, en vacances, voilà, dans une valise, hop, ça tient. C'est vrai que c'est petit, mais c'est pas non plus hyper nomade. C'est pas la solution la plus nomade, quoi. Je prendrais pas ça pour de l'interview au quotidien parce que du coup, faut emmener l'ordi. Avec un zoom, on est quand même beaucoup plus libre et beaucoup plus léger. On peut partir juste avec le zoom et le micro et monter des rushers après en rentrant. Là, la SSL2, c'est une interface audio, il faut le brancher sur l'ordi, il faut emmener l'ordi avec. Ouais, c'est un peu l'autre avantage que j'ai en tête avec on a parlé des différents setups. En gros, là, il y a le téléphone vraiment de manière artisanale. Après, on arrive sur la solution, je branche un simple micro USB dans mon ordinateur. Ensuite, il y a la solution pro, un peu que vous venez de décrire, hein. C'est soit vraiment de la console ou alors une carte son dédiée où on va la SSL, c'est super quand on va chercher aussi un peu du son, et d'ailleurs tu l'as mentionné, hein. Et après, il y a la solution nomade qui, pour moi, permet, alors c'est plutôt pour les podcasteurs en l'occurrence, qui permet non seulement de faire carte son pour certains d'entre eux. Alors, je crois que c'est H4n, H6. Enfin, moi, je le fais avec le H6 directement sur Le Reaper. H5 Donc, quand aussi. je dis carte son, c'est que, on le branche vraiment et que si on est sur Reaper ou GarageBand, on a vraiment nos pistes séparées en enregistrement direct. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez chouette. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'en plus d'être nomade, donc quand on va chercher enregistrer quelqu'un d'autre à l'extérieur, je crois que c'est Frédéric qui l'avait mentionné quand on discutait soit de musique, soit d'habillage sonore pour le podcast. Moi, je me retrouve souvent dans des ports ou dans des bateaux, même pour enregistrer des ambiances sonores. Même si j'en ai pas besoin, je me fais un petit catalogue. Et ce qui est génial, c'est que, et d'ailleurs Catherine en parlait aussi, c'est que soit ça nous fait un backup parce qu'on n'a pas besoin de brancher le micro et on peut enregistrer notre voix tout de suite. Mais ça peut aussi nous permettre de faire toutes ces prises de son qui permettent d'habiller en fait tous les podcasts. Donc pour le fait, en dehors d'être un enregistreur classique multi-piste sur carte SD, mais ça permet de faire un petit peu comme la Focusrite dont tu parlais ou la SSL, mais ça permet aussi d'avoir ce côté habillage sonore en fait que j'avais un peu oublié. Et tout à l'heure, t'en parlais Philippe et Frédéric en avait parlé sur une autre émission et je trouve ça aussi intéressant de pouvoir le faire. Ouais, en fait, alors, ouais, vas-y, Zoé. Oui, non, juste pour compléter, en fait, ce que je trouve chouette aussi avec les enregistreurs nomades, comparé à un micro USB, c'est qu'on peut enregistrer juste donc avec l'enregistreur et son micro et du coup se mettre loin de l'ordi, enfin même avoir l'ordi éteint et du coup ne pas avoir le bruit du ventilo parce que je trouve que c'est ça le problème des micros USB, c'est d'être forcément près de l'ordi, quoi. Et le câble USB généralement est pas très long et du coup on peut avoir des bruits parasites si l'ordi ventile un peu et en soi en solution légère et nomade, je pense qu'il vaut mieux un zoom et un micro qui permet d'enregistrer vraiment indépendamment et qui peut après aussi servir de carte son, ne serait-ce que pour utiliser un logiciel de montage où il y a besoin d'avoir une interface audio pour lancer le logiciel comme un Pro Tools ou autre. Mais pour enregistrer, on peut vraiment être indépendant de l'ordi et en ça, je trouve que les zooms, les Tascam, voilà, c'est l'intérêt aussi de ces petits appareils et je pense que ça vaut le coup du coup d'investir là-dedans et d'avoir ce setup plutôt qu'un simple micro USB qui fait, je trouve, plus amateur quand même en général, quoi. Qui permet moins de choses en fait.
Ouais, avec alors juste un il y micro a, il y a- USB. il y a aussi, je suis en train de regarder en parallèle, tu parlais de Zoom, Zoom qui fait la PodTrack P4, qui est un peu Oui, mitoyenne en fait entre un zoom classique qu'on connaît comme le H5 ou le H6 et puis la PodTrack P8. la mini console, ouais, c'est génial parce que c'est une mini console portable. Et j'avais regardé un petit peu aussi, effectivement, pour le podcast, ça peut être super parce qu'on peut précharger des sons Ouais, il y a quatre petits dedans. boutons, Ouais, alors que sur la ouais, PodTrack P8, on en a 9. Sur la P4, ouais, il y a 4 petits boutons où on peut enregistrer des sons comme je fais là, ouais. puisque j'utilise moi la PodTrack pour lancer les sons et faire les animations. Radio House. Voilà, pas comme ça. Et donc, on peut les préloader et avec une carte aussi SD. Et il y a même une connexion TRRS pour les téléphones. Ouais, pour avoir un insert téléphonique. Non, franchement, je l'ai pas testé, mais sur le papier, ça a l'air Est-ce chouette qu'il y en a dans aussi. la room qui l'ont Pour testé? Elle est à 190 €, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même vraiment pas en cher rapport qualité-prix. pour une. Ouais, alors je connais pas la qualité, mais Zoom en général fait quand même des produits Oui, de bonne c'est qualité. Donc si certains l'ont utilisé ou utilisent d'autres petits enregistreurs comme ça, parce que là on est dans le côté nomade, le côté autonomie de production quand on veut lancer des jingles, quand on veut avoir quelqu'un au téléphone et tout ça avec. Je connais. Alors je suis en train de regarder les dimensions, mais ça m'a pas l'air c'est d'être. tout petit. Ouais, ça m'a pas l'air Ouais. d'être C'est pas vraiment beaucoup grand. plus grand qu'un H5. C'est 11 cm par 15 avec c'est Ouais. 300 grammes le PodTrack. C'est vraiment nomade. P4. C'est vraiment, ouais. Et ça permet de réaliser dans les conditions du direct, voilà, de lancer les jingles. Si on veut faire une émission dans les conditions du direct avec pas trop de montage derrière ou même pas du tout de montage, vraiment en mode en live, je pense que c'est la meilleure option, ouais, pour Étienne? des émissions À par exemple. vérifier quand même si à vérifier quand même si en fait j'ai fait le tour des enregistreurs ce matin et il y en a certains, notamment chez Tascam, où on n'a pas la possibilité de s'en servir comme une carte son. En gros, ce qu'on va Ouais, récupérer, c'est un signal stéréo, mais il y aura pas on peut pas attaquer un Reaper en multipiste ou un GarageBand. Donc, il faut peut-être vérifier juste ça parce qu'en termes de prix, c'est un peu étonnant. Le H4N, autant j'en suis sûr, ou le H5, mais Mm. par exemple sur le Tascam, je crois le 44. Je crois qu'il n'y a pas cette possibilité de brancher une carte son, donc il faut quand même faire attention. Autant sur les Zoom 4, 5, 6, je suis sûr de mon coup, Yes. autant là-dessus, il faut peut-être revérifier pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Et il y avait un point que j'ai découvert ce matin, Philippe, tu sais, on parle souvent de l'accessibilité aux malvoyants. Et j'ai vu que la R20, donc la R20, c'est un produit Zoom qui est assez récent, je crois. Donc c'est une grosse bébête, hein. Ça ressemble plutôt à un ça ressemble plutôt à un Rodecaster Pro ou un Midcast. Et ils acceptent 8 pistes en entrée. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a toute la gestion d'accessibilité aux malvoyants. Il y a une application qui est de télécommande qui marche en voice-over et qui est pour le coup assez disruptive pour tout ce qui est autour de ces matériels-là. C'est assez novateur en l'occurrence. Et Zoom fait des efforts assez importants autour de ça. Ouais, là c'est un peu la bataille hein, des petites consoles, des outils nomades qui ont quand même une bonne qualité. Et c'est vrai que Tascam, il y a aussi Behringer qui a sorti une console qui est un peu plus podcast. Il y a aussi des Allen et Heath qui est une bonne marque, une marque très connue au niveau des stations de radio. Après, il y a des petites Yamaha qui fonctionnent très bien, mais c'est pareil, il faut vraiment vérifier qu'on peut s'en servir comme carte son, comme tu le dis. Je pense que ça, c'est le conseil à vraiment vérifier. Quand on est sur du Zoom, sur du Rodecaster, il n'y a pas de danger. Par contre, sur les autres consoles, c'est vraiment des choses qu'il faut vérifier, comme tu le dis. Il y a même Tascam qui fait l'US 42B, qui est un mini studio avec 2 entrées qui ressemble un peu à ce dont tu parlais, Zoé, à mon avis que tu utilises, et qui a aussi un soundpad où tu as trois sons que tu peux lancer avec un effet et 2 entrées micro. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Si vous êtes dans la room et que vous voulez monter pour partager vos setups, vos avis de consoles, de micros, de casques, on n'a pas beaucoup parlé de casques. On a parlé
parlé beaucoup des Behringer qui se retrouvent beaucoup dans les studios de radio et qui en fait le casque qu'on aime bien montrer sur les photos aussi parce qu'il fait justement un peu studio professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres casques voilà, Zoé, vas-y. Bah, moi, j'ai un Sony M, je sais plus, 76, un truc comme ça, qui est pas 7506, ouais. Ouais, 7506, qui le est, classique. voilà, qui est pas effectivement celui qu'on retrouve le plus en radio, qu'on retrouve un peu plus chez les musiciens. Il est un peu moins confortable que le Sennheiser, mais au niveau du son, je le trouve moins étouffé, plus pur, plus fin, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, les casques, c'est pareil, il y a toute une... moi, j'ai commencé à essayer à regarder, à essayer de comprendre par rapport aux ohms, puisque les casques fonctionnent avec les ohms. Là, on rentre dans un... Toi, Étienne, qui est un peu technicien, je ne sais pas si on va rentrer dans ce détail-là parce qu'on n'aura pas le temps, mais il y a vraiment des spécificités selon... puis il y a les casques ouverts, semi-ouverts. Enfin, quand on commence à se pencher sur les casques, c'est un peu l'enfer pour savoir comment choisir. Ouais, tu as tout à fait raison. L'impédance des casques, alors quand on change l'impédance du casque, ça nécessite un amplificateur plus ou moins important. Quand on fait de la hi-fi, on peut acheter un ampli de casque. Il y en a qui achètent des amplis de casque pour les casques notamment qui ont une impédance qui requiert ce type d'ampli. D'une manière générale, sur les casques, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce qui est hyper important, c'est en fonction de son usage, d'être à l'aise avec. Moi, j'ai le même casque que toi, Zoé, et c'est un casque qui est bien pour le traitement de la voix parce qu'il a une légère bosse en fait sur les médiums aigus, donc c'est pour ça que tu as cette impression de clarté. Néanmoins, je faisais un peu d'électro avant. Du coup, comme les basses étaient un peu en retrait, j'avais tendance à surmixer les basses, et quand je l'écoutais avec un casque plus in-ear, ou même dans ma voiture, je me disais mais j'ai fait n'importe quoi. Le point qui est important, c'est qu'une fois que vous avez trouvé un casque qui vous va bien, c'est également d'avoir des références, des morceaux de référence. Alors que ce soit, si vous faites de la musique, des morceaux de musique, que ce soit des podcasts, vous écoutez d'autres productions de podcasts qui, de préférence, sont passées à travers peut-être des professionnels. Donc, vous avez votre morceau ou vos morceaux de référence, vous les écoutez, et ensuite vous rebasculez sur l'export que vous avez fait. Ça vous permet de voir si les morceaux que vous avez l'habitude d'écouter, par exemple sur Spotify, sont assez similaires en termes d'équilibre par rapport à votre morceau que vous venez de produire ou de masteriser. Et une fois que vous avez fait ça sur ce casque, il faut le faire aussi ailleurs. Donc, n'hésitez pas à tester vos morceaux dans votre voiture. Je ne vais pas dire sur un radio réveil, mais pas loin. Comme les personnes vont écouter, ou sur une enceinte connectée, comme le morceau va être écouté un petit peu partout, d'abord travailler en fait avec un morceau de référence pour vérifier que votre morceau soit à peu près cohérent en termes de compression ou tout ça, par rapport aux autres morceaux, donc basse, aiguë, tout ce que vous voulez. Et ensuite, ne pas hésiter à l'écouter sur différents supports, donc surtout pas tout au casque, mais une fois sur des enceintes classiques. Et éventuellement, enfin moi je sais que je fais le test, c'était plutôt quand je faisais de la musique, mais carrément écouter dans ma voiture ou même sur votre écouteur de téléphone portable. Ouais, c'est ça, le haut-parleur du téléphone. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en général, les gens écoutent soit avec des faux AirPods ou des trucs qui sont pas forcément de très bonne qualité, ou des casques livrés avec le téléphone, et ça casse un peu tout. Donc si c'est vrai, et ce que tu dis est un très bon conseil, c'est de tester en fait dans différents environnements, et puis de tester avec votre casque ce que vous entendez, comment vous l'entendez, ce que vous produisez, comment vous l'entendez, et après, une fois que vous êtes bon et que ça ressemble un peu à ce que vous écoutez dans des bons podcasts avec votre beau casque Sony derrière, en général, ça fonctionne plutôt bien si vous faites si vous avez un bon résultat déjà avec votre beau casque qui fait que vous entendez très très bien et que vous avez des niveaux. Alors justement, au niveau des niveaux, il y a une question que je me pose, Catherine, Étienne, Zoé. Est-ce que et les autres dans la room si vous voulez monter, est-ce que vous faites attention aux loufs?
Alors, c'est peut-être un mot, c'est peut-être un mot que vous n'avez pas forcément entendu parler, dont vous n'avez pas entendu parler, mais qui est apparemment, il y a des règles dans le podcast notamment, et surtout sur les plateformes comme Spotify ou Deezer, où on ne doit pas dépasser un certain nombre de loofs. Et ça, en général, c'est dans les logiciels d'édition que l'on fait ça. Et je dois dire, alors c'est pas pour faire de la pub pour Hindenburg, et d'ailleurs, il va être bientôt le temps de gagner son abonnement de 6 mois à Hindenburg, mais sur Hindenburg, quand on fait un export, et je ne sais pas si c'est pareil sur Reaper ou sur les autres logiciels que vous utilisez, il y a une petite fonctionnalité d'option à la fin dans l'export en WAV ou en MP3 où on choisit il y a marqué loofs et il y a marqué moins 14, moins 16, moins 18, moins 20. Et en fait, on peut choisir. Et apparemment, les loofs qu'il faut avoir pour les plateformes comme Spotify et Deezer, c'est du moins 14, moins 16, si je ne me trompe. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Si je peux répondre, pardon. Excuse-moi, Étienne. Vas-y. Oui, en fait, tu as la même possibilité sur Reaper quand tu fais l'export. Tu as une façon de mettre les loofs, et moi, je mets à moins 16. Voilà. Et sinon, tu as un truc en ligne dont je me sers aussi qui s'appelle Auphonic. Donc, c'est gratuit. Et en fait, tu mets ton dossier et en fait, il te le sort. Avec la bonne égalisation, les bons niveaux, etc. etc. Vraiment, quand tu connais rien, tu mets tout sur Auphonic et je pense que tu as des bonnes sorties. Après, à vous de me dire si vous avez écouté mes podcasts, si c'est cohérent par rapport à ce que vous entendez ailleurs, mais voilà, quand on s'y connaît pas, c'est pas mal. Auphonic. Utiliser Auphonic en fin de... sur Auphonic. Vas-y. Pardon, Étienne. Utiliser Auphonic en fin de workflow pour... quand alors, il y a des travers, et je pense que c'est Zoé que tu vas en parler. Auphonic, vous l'écrivez AUPHONIC. AUPHONIC. C'est en ligne, en fait. C'est une petite plateforme, enfin, c'est une grosse plateforme en ligne. En fait, on pousse notre fichier. Et moi, je l'utilise souvent quand j'ai des petites différences. En fait, ça joue notamment sur la compression. Alors, pour répondre sur la question sur les loofs, en fait, c'est, je sais pas, quand on écoute un film, on écoute un film, on regarde un film, pardon, on a différents niveaux de signal, on a une dynamique assez importante. Et par contre, quand on tombe sur la pub, on se retrouve avec des voix super fortes, avec de la musique super forte. En fait, ils vont utiliser toute la dynamique à fond, un petit peu pour nous réveiller. Donc ça, c'est quand les loofs sont très bas, je crois. Donc, on parle de compression de signal, je crois, et en fonction des plateformes et des usages, on a ce fameux export. Alors pour les podcasts, on conseille à peu près autour de 16, ce que tu disais, Philippe. Et Auphonic permet d'avoir un peu de dynamique, donc pour respecter une personne qui va parler moins fort, plus fort. Mais quand même, l'idée, c'est de pouvoir ne pas bouger le volume entre le début et la fin de l'épisode. L'idée, c'est ça. Zoé, je te laisse finir. Vas-y, Zoé. Oui, non, sur Auphonic, le petit bémol que j'ai, effectivement, quand on sait pas mixer, qu'on n'y connaît vraiment rien, ça peut dépanner. Mais du coup, on entend des podcasts amateurs où c'est juste inaudible parce que ça mixe vraiment, ça ramène tout, ça remonte tout au même niveau, ça compresse. En fait, c'est une intelligence artificielle qui fait ça, donc ça remplacera jamais une oreille humaine. Et du coup, on se retrouve à avoir des podcasts avec le générique à fond, les voix, enfin, tout est remonté quasiment au même niveau et on n'entend plus rien. Ça fait une espèce de bouillie inaudible. Et je pense que ça peut dépanner pour compresser un petit peu les voix, voilà, des voix seules. Mais dès qu'il y a des bruitages, de la musique, des ambiances sonores, ça remonte tout, ça compresse tout à mort. C'est ce qu'on appelle la normalisation qui est beaucoup utilisée sur certaines radios et on l'entend. C'est-à-dire quand on regarde les signaux des stations de radio, elles prennent tout le spectre. Voilà, ça prend tout le spectre sur certaines radios, alors que d'autres, justement, il y a des amplitudes, et c'est souvent les radios musicales qui ont une très bonne qualité, qui laissent justement ces amplitudes et qui ne normalisent pas trop parce qu'ils veulent que ça soit fort, mais tout en respectant les normes qui sont imposées par alors en radio, c'est par les diffuseurs et par le CSA, mais après, en podcast, c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est de la normalisation, et en effet, il faut faire très, très
très attention à ça selon comment on a monté et selon les éléments que l'on a dans son podcast. Eh bien, j'invite celui ou celle qui veut gagner les 6 mois d'abonnement gratuit à Hindenburg, d'envoyer Hindenburg par message et le premier qui m'envoie par message Hindenburg, Hindenburg, gagne ces 6 mois d'abonnement et je vous l'envoie par mail dès que vous m'envoyez votre mail aussi pour que je puisse vous faire gagner cet abonnement de 6 mois. Est-ce qu'on termine un petit tour, Étienne, Zoé, Catherine, ou d'autres personnes qui veulent dire un dernier mot? Il est 13h58, encore 2 petites minutes pour... Allez, une minute. Vas-y, Étienne. Une minute top chrono. Moi, je réutilise ce que Frédéric avait dit il y a quelques épisodes. C'est la relation avec le matériel. Alors, il y a on a entendu beaucoup de professionnels. Moi, je suis encore, je pense, assez amateur. Il y a 3 points que j'adore sur le matériel. C'est que d'une part, quand on va interviewer des gens avec le micro, ça permet d'avoir quelqu'un peut-être d'un peu plus timide et qui serait pas vraiment à l'aise face à une caméra. Donc le micro a un peu cette magie. La deuxième chose, c'est quand on arrive avec un micro, on prend un petit risque, on se met en scène, on ne devient pas acteur, mais voilà, moi je deviens journaliste et ça, on a un peu le syndrome de l'imposteur, mais c'est aussi quelque chose qui, quand on arrive avec un peu de matos, moi je trouve ça cool. Et la dernière chose, et je crois que c'est ce que tu avais dit Frédéric, c'est que quand on achète du matériel, c'est un peu comme une guitare. On se définit des objectifs, on se dit que allez, on est obligé de continuer, des podcasts parce qu'on a mis 500 balles dans du matos et du coup on n'a pas acheté du matériel pour rien. Donc voilà, il y a ces 3 éléments que j'aime bien dans le matériel. Ouais, et qu'en général, quand on met un petit billet, comme dit Frédéric, on a toujours plus ou moins un résultat un peu meilleur, n'est-ce pas, monsieur Frédéric? Oui, je pense qu'avec le micro tel que il est représenté, non pas dans l'imaginaire, mais dans la tête des uns et des autres, le micro a un effet très psychologique, hein. C'est la grosse caméra de France 3 des années 80-90 qui pose le débat. Le micro, c'est la même chose. Si vous enregistrez une personne avec un iPhone, vous n'aurez fort probablement pas les mêmes réponses que si vous l'enregistrez en tenant un micro à la main. C'est comme ça. Et c'est important d'ailleurs de rappeler cet effet très psychologique du micro. C'est vrai que le matériel en impose, hein. C'est un peu l'équation de celui qui a la plus grosse. C'est un peu ça. Mais ça a cet effet auprès des gens et vous le vérifierez peut-être plus tard. Mais vous n'avez pas les mêmes réponses en fonction du matériel utilisé. Au même titre d'ailleurs qu'on n'a pas les mêmes réponses d'un interlocuteur, que l'on puisse l'interroger via un insert téléphonique ou sur place, en direct, en face à face. Et encore une fois, la crise du Covid, depuis mars 2020, l'a démontré peut-être pas, mais l'a démontré. Et c'est assez spectaculaire dans le format de réponse. On peut s'apercevoir qu'on ne dit pas la même chose. Ici, par exemple, je ne vous dis pas la même chose. Je ne tiendrai forcément pas peut-être le même discours si j'étais en face de vous. Parce que je ne vous vois pas. Donc tout ça a un impact. Et puis 2 mots, Philippe, sur la confortabilité qui impacte sur l'audience. Moi, j'en suis persuadé. Plus le son est quali, il ne s'agit pas d'atteindre des sommets pyramidaux, mais plus cette confortabilité est élevée, plus l'audience le sera par voie de conséquence. C'est le même principe qu'une assise. Lorsque il y a un niveau de confortabilité sur votre canapé, sur votre fauteuil, chez vous, chez vos voisins, chez vos amis, vous y allez certainement avec beaucoup plus de plaisir. Vous avez pas mal aux fesses. Et quand on est bien, forcément, on est aussi bien dans sa tête. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'investissement. Parce que justement, il faut peut-être le voir non pas à court terme, mais plutôt à moyen terme. Et puis, si vous ne faites pas de podcast, on peut faire plein de choses avec un Zoom, avec un casque ou avec un micro. Donc, il faut aussi avoir un plan B pour ceux qui ont la bourse serrée ou qui n'ont pas cette capacité financière. On l'a vu, il faut quand même un billet de 1000 au minimum pour avoir un peu de matériel. Donc, moi, je comprends très honnêtement que chez la majorité des gens, un billet de 1000, c'est pas rien. C'est pour certains, d'ailleurs, l'investissement d'une année ou l'investissement d'une décennie. Donc il faut aussi réfléchir l'achat, il faut aussi penser l'achat de ce matériel avec un plan B. Qu'est-ce qu'on fait derrière d'un Zoom H5 ?
décidément aujourd'hui j'ai du mal, d'un casque ou d'un micro par exemple. Ouais. Voilà. Et si en plus on a une bonnette à nos couleurs, ça impressionne encore plus. Ah bah là c'est la Alors cerise là- sur le gâteau, mais la bonnette coûte très cher, hein. Je crois qu'une bonnette c'est 50-70 euros quoi. Mais effectivement, alors là pour le coup, là vous envoyez un signal auprès d'auditeurs potentiels parce que vous vous montrez avec, auprès de la personne qui est intéressée, qui est interrogée. Je pense que la bonnette, tout le monde devrait avoir une bonnette personnelle aux couleurs de son podcast, hein, véritablement. Alors c'est 50-70 balles, mais franchement ça en impose, hein. Ça c'est une évidence. Et puis quand vous êtes dans un milieu public, voilà, les gens n'ont pas besoin de vous demander votre carte d'identité. Ils savent à qui ils ont affaire, quoi. La bonnette est indispensable, Philippe. Ah bah oui, la bonnette. Alors on a oublié de faire l'écoute de ton fichier, Étienne, parce que Étienne nous avait fait un petit fichier. On parlait justement de comparaison, néparaison. Eh bien, on va écouter cette petite comparaison. Ça dure 40 secondes des différents micros que Étienne a enregistrés. Et puis on va clôturer tranquillement en finissant par vocal et puis en félicitant Zoé qui a gagné 6 mois d'abonnement à Edinburgh. Allez, une petite comparaison audio de micro. C'est parti. C'est parti, mais il faut que j'appuie sur le bon bouton. Enregistrement à l'ordinateur portable pour un test de comparaison. Enregistrement avec le micro-casque pour un test de comparaison. Utilisation du téléphone portable pour un enregistrement de comparaison. Enregistrement avec un H1N pour un test de comparaison. Enregistrement avec un H6N pour un test de comparaison. Test avec le micro AKG USB 120 perception. Enregistrement avec un SM58 pour un test de comparaison. Enregistrement à l'ordinateur portable pour un test de comparaison. Voilà, intéressant Formidable ce téléphone. petit test. Formidable téléphone, la qualité sonore que peut produire un téléphone qui aujourd'hui, chacun le sait, ne sert plus à téléphoner. Mais moi je suis positivement surpris par la qualité sonore. Je sais pas quelle est la marque du téléphone, mais il y a 20-30 ans. En backup, c'est vrai qu'en interview en backup, on aurait tort de s'en priver. Ah oui, exactement. Alors on a vu quand même le SM58, hein, Catherine, la différence notable et où on entend beaucoup moins les bruits ambiants. Là où avec d'autres micros qui sont aussi des micros professionnels, on est beaucoup plus dans un micro ambiant et donc il y a besoin de plus s'isoler. Et ça, c'est vrai que c'est clair et net dans ce petit enregistrement. En tout cas, merci Étienne. Oui. Le Zoom 6 hip-hop quand même. Moi j'ai entendu un gros pop sur le Zoom 6. Ouais, si alors vous l'avez entendu aussi. J'étais sur les deux micros en XY et d'ailleurs j'avais une question pour toi. Tu sais, à tous les pros et peut-être à Zoé ou Catherine les voix off, on parle souvent de se décaler de 20 à 30 degrés par rapport à l'axe du micro, même si on a une bonnette, et être à 2 ou 5 cm de distance pour éviter les plosives. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous avez un conseil autour de ça ? Moi j'ai un conseil et puis les autres répondront s'ils veulent répondre. La condition sine qua non, obligatoire, indispensable, impérative, c'est absolument pas négociable dans le processus d'enregistrement. Vous ne devez pas saturer le son. Vaut mieux enregistrer trop bas que trop haut. On peut pas le diminuer ensuite en post-production. Trop bas, on peut le remonter, on peut lui donner du coffre, de la dynamique. C'est un photo flou, quoi. Ouais, voilà. C'est burné, quoi. Vous pouvez pas. C'est comme une photo trop exposée au soleil. Rien. Une photo sombre, vous allez pouvoir un peu la relever en jouant avec les balances des couleurs, de l'ombre, de la luminosité. Le son, c'est pareil. Si vous le saturez, c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Il est perdu. En revanche, donc, le conseil, c'est d'enregistrer bas pour ensuite le rehausser avec des plugins ou avec c'est un peu si je fais l'équivalent, c'est un peu comme la pixelisation d'une photo plutôt pareil. Le côté définition d'une photo. Si vous descendez et que vous êtes en 72 dpi et que vous avez une photo en 72 dpi, vous allez voir que obligatoirement c'est compliqué de pouvoir la remonter, même si il existe des logiciels, mais là c'est l'objet d'un autre épisode qui permettent de faire des choses assez impressionnante avec une photo floue. Et ce qui n'est pas le cas avec l'audio, par exemple. Même si on peut arriver à rattraper, une fois que c'est saturé, on peut plus faire grand-chose. Écoutez, merci 1000 fois à tous pour tous ces échanges, ces exemples de micros, de consoles, de casques et de logiciels qu'on peut utiliser.
Je pense que ça nous donne plein d'idées, plein de trucs et aussi des produits dont on risque de parler dans notre magazine, donc Podcast Magazine qui sortira l'été prochain. Et on va terminer cet épisode avec Vocal, l'actu du podcast de 3 minutes. Restez avec nous, terminer cette room avec nous et puis bien entendu bonjour à tous ceux qui écoutent le replay et puis suivez l'actualité du podcast sur le pod.fr. Et si vous voulez gagner un exemplaire papier aussi, enfin pas gagner mais qu'on vous envoie un exemplaire papier du pod 7 qui vient de paraître et que vous pouvez retrouver en digital sur le site lepod.fr en haut sur la petite vignette pod 7. On vous l'envoie par la poste si vous allez sur lepod.club et puis n'oubliez pas de suivre notre club en cliquant sur la petite maison verte au-dessus du titre. Merci à tous, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, Monsieur Brulatour, on va parler de quoi ? Est-ce que tu... C'était pas les logiciels la semaine prochaine on s'intéresserait pas aux logiciels la semaine prochaine ? On a déjà fait les logiciels, monsieur Brulatour. Non, la semaine prochaine, on va parler de déposer sa marque. Ah oui, alors là, comptez pas sur moi pour vous aider. On va parler de marque mais aussi comment est-ce qu'on choisit une marque pour son podcast, comment on choisit un nom, comment est-ce qu'on dépose aujourd'hui, et à quoi il faut faire attention quand on a quand on lance un podcast, parce que un podcast c'est une marque et ça peut correspondre à un bien immobilier. Et c'est ça dont on va parler la semaine prochaine à 13h. Sur Clubhouse. Merci à tous. On termine avec Vocal. Très heureux d'avoir passé ce petit moment avec vous et bonne journée. Ciao. Vocal. 3 minutes pour tout savoir sur l'actualité du marché du podcast. Nouvelles pratiques culturelles, nouvel outil d'influence, les dernières infos du secteur et un zoom sur un podcast de marque. Vocal, c'est parti. Plus de 8 milliards de dollars, c'est ce que devrait peser le marché de la publicité audio dans le monde d'ici 2 ans. Les analystes du cabinet d'études VARC prédisent notamment une augmentation de 50% dans le secteur du podcast l'an prochain. Du côté de la radio linéaire, il est question d'une croissance à un seul chiffre pendant les 3 prochaines années. Une appétence globale pour les médias à la demande qui se vérifie à l'échelle de la France. Selon le cabinet Mania, les marques ont augmenté leurs dépenses pub de 11% dans le secteur de la télévision, de la radio, des magazines, contre une augmentation de 38% dans le secteur des formats numériques, télévision à la demande, streaming audio et podcast. Des campagnes de marketing d'influence en podcast, c'est un des nouveaux médias sur lequel souhaitent se lancer les marques et les agences de communication, selon un sondage de l'agence Reach spécialisée dans ce secteur. Sur les 600 professionnels interrogés, 15% disent vouloir tester ce nouvel outil pour une campagne d'influence. Actuellement, l'audio se classe loin derrière les réseaux sociaux Instagram, Facebook ou YouTube, mais ces chiffres démontrent une tendance et une curiosité pour ce média. Curiosité des marques, des agences et des influenceurs. Les youtubeurs notamment s'intéressent aux podcasts. Sur la plateforme Acast par exemple, plusieurs ont rejoint récemment le catalogue, comme l'humoriste Kian Kojandi ou l'actrice Marion Seclin. Le nombre d'écoutes de ces influenceurs a été multiplié par 3 cette année. 4 Français sur 10 préfèrent écouter un article plutôt que de le lire. C'est la conclusion d'une enquête publiée par Audion, spécialiste de la publicité audio, et réalisée par le cabinet d'études Apidemix. Ce qu'on appelle le text-to-speech est cette fonctionnalité qui permet à l'internaute de choisir la version audio d'un article au lieu de sa version écrite. Plusieurs médias français ont déjà adopté cette technologie. Certains proposent une lecture par un journaliste ou un acteur, d'autres par une voix artificielle. Et fait intéressant dans cette étude, les personnes interrogées notent de la même manière la qualité de la voix humaine et celle de la voix robotisée. Transville présente Flashfinger, un polar à Valenciennes avec Fanny Sidney, Michel Jonas et Mehdi Sadoun. Putain Tonio, combien de fois il faut que je te dise de pas prendre le pont Villard ? Zoom sur Transville et son podcast Flashfinger.
Mais quoi, papa, qu'est-ce qu'il y a? Un doigt! C'est un doigt coupé! Flash Finger, une série noire déjantée qui se passe dans le Valenciennois. Eh ben voilà! Une enquête policière audio locale à vivre sur son trajet en transport en commun, avec en tête d'affiche le chanteur Michel Jonas. Flash Finger est un podcast créé à l'occasion des 15 ans du tramway valenciennois Transville et en partenariat avec le CIMOV, le syndicat local lié à la mobilité urbaine. Une fiction produite par le studio Wave Audio dont l'intrigue se déroule à Valenciennes et notamment sur le réseau de transport en commun. Des affiches avec des QR codes ont été placardées au niveau des arrêts de tram pour faire connaître ce podcast, diffusé gratuitement mais uniquement sur la plateforme Ubox. C'était Vocal, l'actualité du marché du podcast en 3 minutes. Abonnez-vous pour continuer à suivre les dernières informations du secteur. Vocal vous est proposé par le studio Les Cavalcades. Une production Radio House. Et on accueille Brûlatour pour son billet acidulé de... J'adore même. Merci, merci pour contrôler cette seconde de qualité. Voilà, faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour, Merci. bonjour à tous. Pour discuter avec nous et puis... Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là! Radio House.